Il n'est jamais à court d'idées et d'imagination. Yvan Bourgnon se lance dans une nouvelle aventure maritime, réaliser le premier tour du monde à l'envers en solitaire à bord d'un multicoque. À contre-courant donc des vents et des courants dominants, cet exploit jamais accompli représente un défi technique, humain et stratégique totalement inédit qui aura lieu, si tout va bien, en 2026. Avec nous, le navigateur et skipper Yvan Bourgnon, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, c'est un plaisir de vous revoir sur notre plateau. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le Vendée Globe. Votre défi s'apparente d'ailleurs, on le verra un peu, un Vendée Globe à l'envers. Alors le reste de la flotte de cette épreuve mythique continue de se rapprocher des Sables d'Olonne pour ce qui représente la 72e journée de course. Les navigateurs sont dans les Açores, au Portugal. Pour un marin, pourquoi c'est important, Yvan Bourgnon, de finir une course, quel que soit le classement final ? Je crois déjà que dans ce Vendée Globe, en fait, on voit bien qu'il y a à peu près 10-15 bateaux qui étaient là pour gagner, mais il y a quand même 25 ou 30 bateaux qui sont là pour finir et faire la course. Et heureusement, certains sont là pour vivre une aventure hors norme. Et donc, le principal objectif, c'est forcément de terminer, parce qu'il faut bien comprendre que de faire le tour du monde sur un petit voilier de 18 mètres de long, ça reste tout petit, ça reste quand même un exploit inédit, même s'il y a quelques dizaines de marins qui l'ont fait aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, maîtriser ces machines qui sont un peu surpuissante, il faut l'avouer. C'est quand même, il faut un sacré coup de main pour le faire. Et on peut se réjouir en tout cas de voir autant de bateaux qui vont franchir la ligne d'arrivée, puisqu'il n'y a eu que quelques abandons. Mais psychologiquement, c'est important pour une femme, un homme marin, de franchir cette ligne que vous évoquez, pour la suite y compris. Moi, ça m'est arrivé de couper des lignes d'arrivée plusieurs jours après le dernier de la course. Et forcément, oui, psychologiquement, il faut toujours finir sa course. Il faut toujours aller au bout de sa régate. Et il y a une satisfaction qui est énorme. Et au Sable d'Olonne, il y a du monde ? Moins, il y en a quand même toujours. Non, pas toujours, pas toujours pour les derniers, mais là, sur le dernier du Vendée Globe, aura certainement peut-être encore plus de spectateurs que les premiers. Ouais. Lui, en tout cas, ça fait une semaine qu'il a mis pied sur la terre ferme. Charlie Dalin, Massif Santé Prévoyance, a remporté son premier Vendée Globe. 64 jours, 19h, 22 minutes, 49 secondes. C'est quasiment 10 jours de mieux, à quelques heures près que le précédent record d'Armel Lecléache. Est-ce que c'est un exploit ? C'est complètement dingue. Il faut bien imaginer qu'il y a 20 ans, avec les bateaux les plus rapides du monde, qui étaient toujours les multicoques, des bateaux 2 fois plus grands, avec des équipages de 13 personnes, on n'arrivait pas encore à faire ces temps-là autour de la planète. Donc en 20 ans, on a réussi, avec des monocoques 2 fois plus petits, en solitaire, à aller encore plus vite que ça. Donc on se demande jusqu'où ça va aller. Et effectivement, ces bateaux sont très très rapides et surtout, ils m'ont beaucoup impressionné par leur fiabilité parce que c'est vraiment des bijoux de technologie. Il y a des centaines de technologies sur ces bateaux. Il y a des centaines de possibilités et d'opportunités de casser et de mal faire. Et donc c'est vrai que ces skippers sont devenus vraiment des orfèvres parce qu'il faut réussir à gérer tous ces paramètres en même temps. Et les autres poursuivants aussi ont battu le record, notamment Johan Richomme, deuxième, 65 jours, 18h, 10 minutes et 2 secondes. Vous parlez de bijoux technologiques. Alors quand on vous entend là, ce sont les explications, j'allais vous le demander, vous nous les avez données, mais vous applaudissez ou vous êtes plus nuancé ? Moi j'applaudis l'exploit effectivement de mener ces bateaux aussi rapidement et aussi longtemps et sans casser. Donc ça, effectivement, il y a plusieurs courses dans ce Vendée Globe, mais les premiers, comment ils ont fait pour mener ces machines aussi vite tout le temps, comme ça, 64 jours, vous vous rendez compte ? Il suffit d'une seconde d'inattention parfois sur un réglage, il suffit de s'endormir un petit peu trop profondément à un moment donné, et hop, de réagir, je vais voir une demi-seconde trop tard sur un réglage, et hop, on casse. Mais alors c'est intéressant parce que certains disent que la performance humaine, elle perd en fait, au détriment justement de cet outil technologique. Vous êtes en train de nous dire que non, parce qu'elles sont complémentaires. Oui et non. En fait, il y a le phénomène où les skippers sont maintenant de plus en plus cachés. Ils sont dans leur cabine, ils sont protégés, ils ont des pilotes automatiques. Donc l'espèce de dureté qu'avait vécu Tabarly à la barre de son bateau, où il prenait les embruns dans la figure, c'est vrai que cette dureté-là, elle a un peu disparu, il faut reconnaître. Mais par contre, maintenant, effectivement, il faut plus des pilotes, des vrais ingénieurs, des gens ultra concentrés, qui vont laisser rien passer, qui vont maîtriser tous les compartiments du jeu, aussi bien la conduite du bateau, la technologie, la météo, l'observation. Et donc, ça fait des skippers un petit peu différents de notre génération de Tabarly. Mais en tout cas, l'exploit est toujours là. Et c'est pas le seul sport qui évolue effectivement avec le progrès technologique. 2026, c'est la date qui est cochée dans votre calendrier. Vous allez vous lancer dans un sacré défi. Pourquoi un tour du monde à l'envers ? Alors, c'est pas vraiment à l'envers, c'est à contre-courant. À contre-courant. Voilà. Donc,
Là, tous les bateaux s'amusent à faire toujours le Vendée Globe dans le même sens, autour de l'Antarctique. Et c'est vrai qu'il y a très peu de bateaux qui se sont attaqués à se dire, après tout, un bateau, ça peut remonter contre le vent. Voilà, c'est vraiment... En fait, on redescend l'Atlantique comme tout le monde, mais cette fois-ci, on s'attaque au Cap Horn en premier. Et là, on a tout de suite des tempêtes dans le nez, on a des creux de 10 mètres, on a des vagues qui ne s'arrêtent pas de tourner autour de l'Antarctique depuis des mois. Et donc, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, jusqu'à présent, il y a 5000 monocoques qui avaient réussi à faire ce parcours complet. Et le dernier en date, c'est Jean-Luc Vandenen en 2004. Qui a battu le record d'ailleurs en 122 jours et 14 heures. Exactement. Mais en multicoque, qui est quand même le support le plus rapide de la planète, aujourd'hui, il y a eu 2 tentatives, mais personne n'a réussi à terminer cette boucle. Et donc, j'aimerais bien pouvoir être le premier à inscrire mon nom sur cette ligne-là, parce que c'est un des grands records de la planète à la voile qui n'a pas été encore ouvert, un petit peu comme si on n'avait jamais fait l'Everest par la face nord. Ouais, c'est ce que vous dites, c'est comme escalader l'Everest par la face nord. Pourquoi? Quelles sont les difficultés concrètes de ce défi que vous lancez? Alors déjà, comme on est face au vent, en fait, on tire des bords, on fait beaucoup plus de route, et donc on va se rallonger en gros la route de 1/3. Donc c'est beaucoup plus long. Et en plus, comme les vents sont contraires, forcément il faut aller face aux vagues. Le surfeur qui va face à sa vague, forcément va aller beaucoup moins vite que quand il la descend. Donc du coup, on va beaucoup moins vite, il faut être beaucoup plus patient. Et puis, bien sûr, les bateaux sont beaucoup plus martyrisés et ils souffrent beaucoup plus. Donc il faut savoir gérer sa machine, gérer son potentiel. Le bonhomme, lui aussi, il se fait bien tabasser. Donc j'y suis habitué dans mes défis précédents. Mais voilà, et donc c'est un vrai défi humain et technologique du coup. Yves Le Blévec 2017 a chaviré proche du Cap Horn et le duo Romain Pilliard-Alex Pella 2021-2022 échoue également près du Cap Horn, ce qui met en lumière les difficultés de ce défi. Comment on s'y prépare? Alors, il faut déjà bien s'y préparer mentalement parce que c'est quelque chose où ça va durer jusqu'à 100 jours, 50 jours globalement où ça va vraiment être quelque chose de très difficile. Donc ça, j'y suis habitué dans mes défis où j'ai fait le tour du monde en kata de sport ou la traversée de l'océan Arctique. J'avais cette habitude de gérer la difficulté dans la durée. Et puis après, il faut vraiment il faut monter le projet. Donc là, j'ai toute l'année 2025 pour vraiment réunir les fonds. Et puis après, acheter un bateau existant. Parce que le but, c'est pas d'aller inventer un bateau qui va se casser. C'est au contraire reprendre un bateau, l'ancien IDEX Sport, qui a gagné déjà le record du Tour du Monde à l'endroit. Actuellement en main d'Alexia Barrier. Voilà, tout à fait. Et qui va tenter un trophée Jules Verne l'hiver prochain en mode 100% féminin. Et on va suivre ça de près. Et puis j'espère qu'elle va pouvoir me ramener un bateau presque fin prêt. Et vous allez partir avec tel quel, l'IDEX Sport, ou il sera... il y a toujours quelques adaptations à faire pour qu'il soit à soi. Mais le bateau, ils ont déjà réduit la hauteur du mât. Il est déjà bien adapté pour le solitaire. Francis Joyon a déjà gagné la route du Rhum en solitaire sur ce bateau. Donc c'est vraiment un bateau qu'on peut mener en solitaire. Il est très large et donc il a une stabilité qui est vraiment impressionnante dans la mer. Donc un bateau de 20 ans comme ça qui a fait toutes ces épreuves, il n'y a pas mieux pour aller affronter ces vagues-là. Alors Johan Richomme, que j'évoquais, qui a terminé deuxième du Vendée Globe, a dit il y a quelques jours, les bonnes décisions pour 2028, je dis bien 2028, se prennent maintenant. On imagine que pour vous, c'est encore plus près. On évoquait il y a quelques jours sur TV5 Monde les risques pour les marins, pour la santé, qu'elle soit psychologique ou physique. Vous le disiez, ça va de plus en plus vite. Il y a des chocs. Il peut y avoir aussi des chocs neurologiques. Comment est-ce que vous vous préparez physiquement et mentalement à ce genre d'épreuves qui, on l'a compris, peut être plus dangereuse? Tout à fait. Alors moi, ce qui me fait toujours peur, sur ce genre de défi, c'est de taper un glaçon, un iceberg. Parce que quand on est solitaire, il y a peut-être des alarmes. Les alarmes fonctionnent bien sur des grands icebergs, fonctionnent un peu moins bien sur des petits glaçons, des gros leurres. Et donc forcément, à un moment donné, il faut bien dormir. On n'est pas forcément à l'extérieur du bateau. Et donc ce petit glaçon qui va se balader au milieu de l'eau, on peut le taper. Et si on tape un glaçon comme ça avec un bateau aussi grand, aussi rapidement, forcément, c'est fatal. Je pense que le choc, c'est comme rentrer à 80 km/h dans un mur en voiture. Donc, c'est sûr que c'est un peu l'angoisse du truc. Il faut être super vigilant et essayer de naviguer avec des outils météo très pointus, avoir une aide météorologique très précise pour pouvoir vraiment éviter ces zones où il y a les petits glaçons qui se baladent. Donc, normalement, 2026, quand on sait, vous avez la fenêtre de tir? Première tentative, normalement, avec un départ en novembre-décembre maximum 2026. Si cette tentative échouait pour quelconque raison, je veux vraiment pouvoir me prévoir de faire une deuxième tentative dans l'hiver 2027-2028. En solitaire et sans assistance?
Alors, sans assistance, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même un routeur à terre, Ouais. il y a quand même une assistance par WhatsApp, un petit peu comme ils ont pendant Mais le en Vendée mer. Globe. Mais en mer, évidemment, on peut compter sur soi-même. Quand vous êtes dans les mers du Sud avec ce genre de bateau, il n'y a que vous qui pouvez réparer votre bateau, qui pouvez le mener. Donc, il faut se débrouiller tout seul. Ouais. Le Vendée Globe a ses médecins. L'une d'entre elles était avec nous encore tout récemment. Est-ce que vous aurez à distance, on évoquait le cas d'un marin qui avait dû se recoudre la langue tout seul sur son bateau avec un médecin à distance. C'était il y a 30 ans, donc peut-être que les moyens technologiques permettaient d'être encore moins connectés avec le médecin. Vous, est-ce que vous parez à toute éventualité? On vous souhaite éventuellement, on souhaite évidemment de ne pas avoir de mésaventures, mais On critique beaucoup Elon Musk, mais c'est vrai que les satellites qu'il a mis en place permettent d'avoir des visios Starlink, qui ouais. sont intéressantes et on peut vraiment se soigner à distance en montrant vraiment au médecin ce qu'on a, les bobos qu'on a. Moi, je me souviens d'une Transat Jacques Vabre où je m'étais cassé la clavicule, le sternum et des côtes. Et en fait, on était juste au téléphone, donc c'était très dur pour le médecin de faire vraiment un diagnostic précis. Quelque part, il m'avait aidé parce qu'il m'avait dit que j'avais juste des contusions et ça m'avait permis d'aller au bout de la course. Et qu'est-ce que vous emporterez avec vous sur le bateau? Qu'est-ce que j'aimerais bien emmener mon chien, Snoopy, mais là, je pense que Il va ça pas ne être sera pas d'accord. autorisé dans le règlement. Ça ne sera pas autorisé. Bon. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon. C'est toujours un plaisir de parler de voile avec vous. Merci encore. Avec Et plaisir. bon vent.